L'automne 1987 apportait une excitation particulière à l'école primaire Saint-Martin de Beaumont-sur-Loire, un petit village pittoresque de la région Centre-Val de Loire, où l'institutrice Madame Françoise Dubois avait organisé ce qui devait être le point culminant de l'année scolaire, une sortie éducative de 2 jours au château de Chambord et à ses jardins historiques. Le groupe de 8 élèves soigneusement sélectionnés, âgés de 9 à 11 ans, représentait les meilleurs et les plus enthousiastes de l'école. Des enfants qui avaient mérité cette opportunité spéciale grâce à leurs résultats scolaires exceptionnels et leur comportement exemplaire tout au long de l'année. Parmi eux se trouvaient les jumeaux Pierre et Marie Leclerc, dont les parents tenaient la boulangerie du village et étaient des piliers de la communauté. Sophie Moreau, une fillette brillante dont la famille avait récemment emménagé de Paris et qui excellait en histoire et en littérature. Antoine Rousseau, un garçon timide mais doué d'un talent exceptionnel pour les mathématiques et les sciences, et 4 autres enfants remarquables, chacun avec sa propre personnalité unique et ses rêves, d'avenir qui les rendaient en spéciaux aux yeux de leurs familles et enseignants. Madame Dubois, une éducatrice respectée avec plus de 20 ans d'expérience et une réputation de dévouement absolu envers ses élèves, avait méticuleusement planifié chaque détail de cette sortie pendant plusieurs mois. Elle avait coordonné avec les guides du château, préparé des supports pédagogiques détaillés et établi des protocoles de sécurité complets qui dépassaient largement les exigences du rectorat. Cette excursion était conçue non seulement pour enrichir les connaissances historiques des élèves, mais aussi pour favoriser l'esprit d'équipe, la curiosité intellectuelle et l'appréciation du patrimoine français dans ces jeunes esprits impressionnables. Le matin frais du 23 octobre 1987, les enfants se rassemblèrent avec enthousiasme dans la cour de l'école à 7h30. Leurs cartables soigneusement préparés, avec des carnets de notes, des appareils photos jetables, des goûters préparés avec amour par leurs parents, et cette joie débordante que seuls les enfants possèdent lorsqu'ils s'embarquent pour leur première grande aventure scolaire. Le car scolaire blanc et bleu, fraîchement inspecté et entretenu, était conduit par Marcel Fontaine, un chauffeur expérimenté avec plus de 15 ans de service et un dossier de sécurité irréprochable, connu et respecté dans toute la région. Les parents se sentaient parfaitement confiants en confiant leurs trésors les plus précieux aux mains expertes de Marcel. À exactement 8h100, les portes du car se fermèrent avec leur sifflement hydraulique familier et le moteur diesel rugit. Le véhicule quitta l'école Saint-Martin, rempli des bavardages excités et des rires des enfants qui collaient leurs visages contre les vitres, faisant au revoir de la main aux parents rassemblés dans la cour. Le car disparut au tournant familier, se dirigeant vers ce qui aurait dû être une expérience éducative inoubliable dans la vallée de la Loire. Quand le car n'arriva jamais au château de Chambord, cet après-midi-là, et que tout contact radio fut perdu, une opération de recherche massive fut lancée qui deviendrait l'une des affaires de personnes disparues les plus étendues de l'histoire de la région. D'où nous lisez-vous cette histoire? Partagez votre ville et pays dans les commentaires. Les années passèrent lentement, sans qu'aucune trace ne soit jamais trouvée, jusqu'en 1996, quand une équipe de construction fit une découverte choquante qui rouvrirait l'affaire et révélerait une vérité plus troublante que quiconque n'avait osé l'imaginer. La découverte qui allait bouleverser 9 années de questions sans réponse survint par un matin brumeux de septembre 1996, lorsqu'une équipe de construction de l'entreprise Loire Travaux Publics procédait à des travaux d'extension de l'autoroute A10, près de la commune de Meung-sur-Loire. L'équipe, dirigée par le chef de chantier Bernard Moreau, utilisait de la machinerie lourde pour défricher une zone boisée dense qui avait été désignée pour l'élargissement autoroutier quand leur pelleteuse heurta quelque chose de métallique, enfoui à environ 4 mètres sous terre. Supposant initialement qu'ils avaient touché une ancienne canalisation ou un réservoir enterré, les ouvriers commencèrent à creuser prudemment autour de l'obstruction pour éviter tout danger potentiel. Ce qu'ils découvrirent envoya des ondes de choc à travers l'équipe et captiverait bientôt toute la France. Le toit rouillé et encrassé d'un car scolaire blanc et bleu qui avait été délibérément enterré sous des tonnes de terre et de débris.
Moreau interrompit immédiatement tous les travaux de construction et contacta la gendarmerie de Loiret, qui arriva en quelques heures accompagné d'agents de la police judiciaire et de spécialistes en criminalistique. Le site d'excavation fut rapidement bouclé comme scène de crime, et une fouille minutieuse de type archéologique commença pour dégager entièrement le véhicule. Au fur et à mesure que les couches de terre étaient soigneusement retirées, les enquêteurs purent constater que ce n'était pas un accident. Le car avait été intentionnellement enterré dans ce qui semblait être une fosse pré-creusée, avec des preuves que de la machinerie lourde avait été utilisée pour déplacer d'énormes quantités de terre. La plaque d'immatriculation, bien que corrodée, était encore partiellement lisible et correspondait au numéro d'enregistrement du car disparu de l'école Saint-Martin, qui avait disparu 9 ans plus tôt. L'examen criminalistique du car enterré révéla des détails horrifiants qui contredisaient toutes les théories que les enquêteurs avaient développées lors des recherches originales. Le véhicule montrait des signes d'avoir été délibérément conduit jusqu'à cet endroit isolé, avec des traces de pneus préservées dans le sol durci en dessous, indiquant qu'il était arrivé par ses propres moyens. Le plus troublant de tout, le car semblait avoir été enterré alors que le moteur tournait encore, comme en témoignait la position du levier de vitesse et la découverte de résidus de monoxyde de carbone dans tout l'habitacle. Les fenêtres avaient été scellées de l'extérieur avec du plastique industriel et du ruban adhésif, créant une chambre étanche qui peignait un tableau terrifiant des derniers moments de ceux qui étaient piégés à l'intérieur. À l'intérieur du car, les enquêteurs trouvèrent les restes squelettiques de 10 personnes, Madame Dubois, Marcel Fontaine et les 8 enfants, positionnés exactement comme ils l'auraient été lors d'un trajet normal en car, suggérant qu'ils étaient vivants quand l'enterrement avait commencé. Les affaires personnelles étaient éparpillées partout, cartables avec les devoirs encore à l'intérieur, appareils photo jetables que les enfants avaient apportés pour documenter leur sortie, et les plans de cours soigneusement préparés de Madame Dubois, maintenant cassants et jaunis par l'âge. L'enquête sur le car enterré devint rapidement l'une des affaires les plus complexes et émotionnellement chargées de l'histoire de la police judiciaire française, alors que les agents travaillaient pour reconstituer comment 10 personnes innocentes avaient été menées vers un sort si horrible. Les preuves médico-légales peignaient un tableau glaçant. Le car avait été conduit à environ 150 km de son itinéraire prévu, vers ce site d'enterrement isolé, qui avait été préparé des semaines ou possiblement des mois à l'avance. L'analyse du sol révéla que la fosse avait été excavée en utilisant un équipement de qualité professionnelle, et la précision de l'enterrement suggérait quelqu'un avec une connaissance approfondie de la machinerie lourde et des techniques de construction. Le plus troublant de tout, les enquêteurs découvrirent que la radio du car avait été délibérément désactivée avant le voyage, expliquant pourquoi aucun appel de détresse n'avait jamais été reçu, malgré le véhicule étant équipé de multiples systèmes de communication. La percée dans l'identification du coupable vint d'une source inattendue: les effets personnels de Marcel Fontaine trouvés dans le car. Parmi ces affaires, les enquêteurs découvrirent un petit carnet contenant ce qui semblait être des directions vers le site d'enterrement, écrites de sa propre main. Cette révélation envoya des ondes de choc à travers l'équipe d'enquête et la communauté de Beaumont-sur-Loire, car cela suggérait que le chauffeur de confiance avait été complice du crime. Une enquête plus approfondie sur le passé de Fontaine révéla un homme aux prises avec de graves difficultés financières, des dettes de jeu croissantes et des connexions avec des figures du crime organisé qui avaient de fait pression sur lui pour le paiement. Les relevés bancaires montraient que Fontaine avait reçu un dépôt en espèces substantiel quelques jours avant la sortie, et les relevés téléphoniques révélaient de multiples appels à des associés criminels connus dans les semaines précédant la disparition. Le mobile derrière le meurtre de masse émergea graduellement grâce à un travail de détective minutieux et au témoignage des associés de Fontaine qui acceptèrent de coopérer avec les autorités en échange de peines réduites sur des accusations non liées. Fontaine avait été recruté par une organisation de trafic d'êtres humains spécialisée dans l'enlèvement et la vente d'enfants à des acheteurs internationaux. Le plan avait été de livrer les enfants à un endroit isolé où ils seraient transférés vers d'autres véhicules et transportés hors du pays. Cependant, quand l'opération tourna mal, possiblement à cause d'activités policières dans la région
ou d'un changement dans les plans des acheteurs, Fontaine reçut l'ordre d'éliminer tous les témoins pour protéger le réseau criminel plus large. La révélation que Marcel Fontaine, un homme en qui la communauté avait eu confiance pendant plus d'une décennie, avait trahi cette confiance de la manière la plus horrible imaginable dévasta les familles et tout le village de Beaumont-sur-Loire. Les parents qui avaient de fait au revoir à leurs enfants ce matin d'octobre devaient maintenant affronter la réalité impensable que leur chauffeur de confiance avait mené leurs enfants à la mort. L'enquête s'étendit rapidement alors que les agents de la police judiciaire travaillaient pour démanteler le réseau de trafic d'êtres humains qui avait orchestré la tragédie de Beaumont-sur-Loire. Les associés criminels de Fontaine, faisant face à des accusations potentielles de meurtre avec circonstances aggravantes, commencèrent à coopérer avec les autorités et révélèrent l'étendue d'une opération qui trafiquait des enfants à travers les frontières internationales depuis des années. Le réseau, dirigé par un homme connu seulement sous le nom de l'organisateur, utilisait des services de transport légitimes, car ceux scolaires, véhicules affrétés et même des ambulances, pour déplacer les victimes sans éveiller les soupçons. Fontaine avait été recruté après que ses dettes de jeu l'eurent rendu vulnérable à la coercition, et les enquêteurs découvrirent qu'il avait été impliqué dans au moins 2 autres incidents suspects, impliquant des enfants disparus d'écoles rurales à travers la région Centre-Val de Loire, bien que ces affaires n'aient jamais été connectées jusqu'à présent. L'examen médico-légal du site d'enterrement révéla des preuves supplémentaires qui peignaient un tableau encore plus troublant des dernières heures des enfants. Des marques de griffures sur les parois intérieures du quart indiquaient que certaines des victimes avaient été conscientes pendant le processus d'enterrement, tentant désespérément de s'échapper alors que la terre était entassée au-dessus de leurs tombes métalliques. Les objets personnels trouvés serrés dans les restes des enfants racontaient des histoires déchirantes. Marie Leclerc tenait la main de son frère Pierre, Sophie Moreau avait son chapelet enroulé autour de ses doigts, et Antoine Rousseau fut trouvé avec son carnet de mathématiques pressé contre sa poitrine. Les restes de Madame Dubois furent découverts dans l'allée du quart, suggérant qu'elle avait essayé de réconforter et protéger ses élèves jusqu'à la toute fin. Le toll émotionnel sur les familles fut incommensurable alors qu'elles apprenaient finalement la vérité sur le sort de leurs enfants après 9 années d'incertitude et de faux espoirs. Les parents de Pierre et Marie Leclerc, qui n'avaient jamais cessé de croire que leurs jumeaux pourraient rentrer à la maison un jour, luttaient pour comprendre que l'homme, en qui ils avaient eu confiance pour la sécurité de leurs enfants, les avait trahis de la manière la plus impensable. La famille de Sophie Moreau, qui avait déménagé de Paris pour offrir à leur fille une vie plus paisible à la campagne, fut dévastée d'apprendre que leur enfant brillante et ambitieuse était devenue victime des mêmes réseaux criminels qu'ils pensaient avoir laissés derrière eux dans la grande ville. La communauté de Beaumont-sur-Loire, autrefois caractérisée par la confiance et les liens de voisinage, fut à jamais changée par la révélation que le mal s'était caché à la vue de tous. L'affaire attira l'attention nationale alors que les détails du réseau de trafic émergèrent, menant à des auditions parlementaires sur la sécurité du transport scolaire et les procédures de vérification des antécédents pour les employés d'école. Les procès des membres survivants du réseau de trafic commencèrent en 1998 et devinrent certaines des procédures criminelles les plus suivies de l'histoire judiciaire française. Le procureur de la République, maître Catherine Leroy, présenta des preuves accablantes de la conspiration qui avait mené au massacre de Beaumont-sur-Loire, incluant des conversations téléphoniques enregistrées entre membres du réseau, des relevés financiers montrant les paiements à Fontaine, et des témoignages d'autres victimes qui avaient survécu à des rencontres avec l'organisation. Les avocats de la défense luttaient pour contrer cette montagne de preuves, plusieurs accusés tentant de négocier des accords de plaider coupables en échange d'informations sur d'autres affaires d'enfants disparus. Le point culminant émotionnel du procès fut le témoignage des familles des victimes, qui affrontèrent courageusement les meurtriers de leurs enfants et parlèrent de l'impact dévastateur que ces crimes avaient eu sur leur vie et leur communauté. La révélation la plus choquante pendant le procès fut la découverte que le réseau de trafic avait opéré pendant plus de 15 ans, avec des connexions à des organisations similaires à travers l'Europe et l'Afrique du Nord. Les procureurs révélèrent que les enfants de Beaumont-sur-Loire
avaient été spécifiquement ciblés parce que leur école rurale avait des protocoles de sécurité minimaux et que leur disparition avait initialement été attribuée à un accident plutôt qu'à un acte criminel. Le réseau utilisait un système sophistiqué de travailleurs du transport corrompus, de documents falsifiés et de contacts internationaux pour déplacer les enfants à travers les frontières. Fontaine ne servant que comme un maillon dans une chaîne beaucoup plus large de criminels qui s'attaquaient aux membres les plus vulnérables de la société. L'impact de l'affaire s'étendit bien au-delà de la salle d'audience, menant à des réformes complètes de la sécurité du transport scolaire à travers la France. Le protocole Beaumont-sur-Loire devint obligatoire pour tous les établissements scolaires recevant des financements publics, exigeant des vérifications d'antécédents renforcées pour tout le personnel de transport, des systèmes de localisation GPS sur tous les véhicules scolaires et des procédures de contrôle obligatoires pour les sorties scolaires. L'Assemblée nationale adopta la loi des 8 anges, nommée d'après les victimes de Beaumont-sur-Loire, qui établit une base de données nationale pour le suivi des enfants disparus et fournit des financements fédéraux pour des systèmes de communication avancés dans les quarts scolaires. Ces réformes, nées de la tragédie, aidèrent à prévenir des crimes similaires et donnèrent aux parents une plus grande confiance dans la sécurité de leurs enfants pendant les activités scolaires. Les familles des victimes, unies par leur douleur partagée et leur détermination à honorer la mémoire de leurs enfants, établirent la Fondation mémoriale Beaumont-sur-Loire, dédiée à la défense de la sécurité des enfants et au soutien des familles affectées par les crimes de trafic. Le site où le quart fut découvert devint un lieu de pèlerinage et de recueillement, soigneusement préservé à la fois comme scène de crime et comme mémorial aux 10 victimes. Le conseil départemental du Loiret, travaillant étroitement avec les familles, transforma la zone en bosquet mémorial de Beaumont-sur-Loire, un sanctuaire paisible où les visiteurs pouvaient réfléchir sur la tragédie et honorer la mémoire des enfants et de leur institutrice. 8 petits chênes furent plantés en cercle autour d'une pierre commémorative centrale, portant les noms et photographies de chaque victime, tandis qu'un arbre plus grand honorait Madame Françoise Dubois et son dévouement à l'éducation. Le mémorial incluait également une plaque dédiée à Marcel Fontaine, reconnaissant que même ceux qui commettent des actes terribles peuvent eux-mêmes être victimes de circonstances échappant à leur contrôle, bien que cette addition ait suscité une controverse considérable au sein de la communauté. L'impact psychologique sur la communauté de Beaumont-sur-Loire continua de se répercuter des années après que la vérité fut révélée. Beaucoup de résidents luttaient avec des sentiments de culpabilité et de trahison, se demandant comment ils avaient échoué à reconnaître le danger que Fontaine représentait pour leurs enfants. Le district scolaire local implémenta des programmes de conseil complets et embaucha des professionnels de santé mentale supplémentaires pour aider les élèves, parents et personnel à traiter le traumatisme. Plusieurs familles déménagèrent de Beaumont-sur-Loire, incapables de faire face au rappel constant de leur perte, tandis que d'autres trouvèrent la force de rester et de travailler pour s'assurer que les morts de leurs enfants mèneraient à des changements significatifs qui pourraient de protéger d'autres familles. Les révélations de l'enquête sur l'étendue des réseaux de trafic d'enfants opérant en France provoquèrent une refonte complète de la façon dont les agences de maintien de l'ordre approchaient les affaires d'enfants disparus. La police judiciaire établit des forces d'intervention spécialisées dans chaque région, formées spécifiquement pour reconnaître les signes d'opérations de trafic et coordonnées avec des partenaires internationaux pour traquer les réseaux criminels à travers les frontières. L'affaire de Beaumont-sur-Loire devint une pierre angulaire des programmes de formation pour les officiers de police, travailleurs sociaux et éducateurs, leur enseignant à identifier les enfants vulnérables et les adultes suspects qui pourraient les cibler pour l'exploitation. L'héritage des 8 enfants et de leur institutrice perdura à travers les innombrables vies sauvées par les réformes que leur mort avait inspirées. Les écoles, à travers la France, implémentèrent les protocoles de sécurité développés en réponse à la tragédie de Beaumont-sur-Loire, et les parents gagnèrent de nouveaux outils et connaissances pour protéger leurs enfants des prédateurs. Les ramifications internationales de l'affaire de Beaumont-sur-Loire s'étendirent bien au-delà des frontières françaises, alors que les enquêteurs découvrirent
des connexions avec des réseaux de trafic opérant dans plus de 15 pays européens. La police judiciaire travailla étroitement avec Interpol et les agences de maintien de l'ordre à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient pour identifier et poursuivre les membres de l'organisation criminelle qui avait ordonné la mort des enfants. Cette collaboration mena au sauvetage de centaines d'enfants trafiqués dans le monde entier et au démantèlement de plusieurs entreprises criminelles majeures qui opéraient depuis des décennies. L'affaire devint un catalyseur pour la coopération internationale dans la lutte contre le trafic d'enfants, avec les beaux protocoles de Beaumont-sur-Loire, étant adoptés par les agences de maintien de l'ordre du monde entier comme cadre standard pour enquêter sur ces crimes complexes. Les familles des victimes, bien qu'à jamais changées par leur perte, trouvèrent un but dans leur travail de plaidoyer et devinrent des voix puissantes pour la réforme de la protection des enfants. Les parents de Pierre et Marie Leclerc établirent une fondation qui fournissait une formation gratuite de sécurité aux écoles et organisations communautaires, enseignant aux enfants comment reconnaître les situations dangereuses et aux adultes comment identifier les prédateurs potentiels. La famille de Sophie Moreau travailla avec les communautés d'immigrants pour les éduquer sur les risques de trafic et s'assurer que les barrières linguistiques n'empêchaient pas les familles de signaler des activités suspectes. Les parents d'Antoine Rousseau se concentrèrent sur les solutions technologiques, finançant le développement de systèmes de suivi avancés qui pourraient empêcher les enfants d'être emmenés vers des endroits isolés, sans détection. La couverture médiatique de l'affaire de Beaumont-sur-Loire déclencha une conversation nationale sur la vulnérabilité des enfants dans les communautés rurales et le besoin de mesures de protection renforcées dans les zones où les ressources étaient limitées. Les documentaristes, journalistes et auteurs examinèrent l'affaire sous de multiples angles, explorant comment un membre de confiance de la communauté pouvait trahir cette confiance si complètement et quels signes d'alerte auraient pu être manqués. Cependant, les familles travaillèrent sans relâche pour s'assurer que les représentations médiatiques se concentraient sur l'honneur de la mémoire de leurs enfants et la promotion de la sensibilisation à la sécurité plutôt que sur la sensationnalisation de la tragédie à des fins de divertissement. Le village de Beaumont-sur-Loire lui-même subit une transformation graduelle dans les années suivant la découverte du car enterré. La communauté, autrefois caractérisée par le type de confiance qui permettait aux enfants de vagabonder librement et aux voisins de laisser leurs portes déverrouillées, dut apprendre à équilibrer la prudence avec le désir de maintenir leur mode de vie soudé. 20 ans après la découverte du car enterré, l'affaire de Beaumont-sur-Loire continuait de servir de pierre angulaire pour l'éducation à la sécurité des enfants et les efforts de prévention du trafic dans le monde entier. Le Bosquet Mémorial était devenu un lieu de pèlerinage international, avec des officiers de police, des défenseurs de la protection de l'enfance et des familles affectées par des tragédies similaires voyageant du monde entier pour rendre leur respect et puiser l'inspiration dans la résilience de la communauté. La journée mémoriale annuelle de Beaumont-sur-Loire, tenue chaque 23 octobre à l'anniversaire de la disparition des enfants, rassemblait des survivants de trafic, des familles d'enfants disparus et des professionnels dédiés à la protection de l'enfance pour une journée de recueillement, d'éducation et d'engagement renouvelé à prévenir de telles tragédies de se reproduire. Les avancées technologiques qui émergèrent de l'affaire avaient révolutionné la sécurité du transport scolaire à travers l'Europe. Les systèmes de localisation GPS, boutons de panique et dispositifs de communication en temps réel devinrent équipements standards sur les cars scolaires, tandis que des systèmes sophistiqués de vérification d'antécédents rendirent presque impossible pour des individus avec des connexions criminelles d'obtenir des postes de confiance avec des enfants. La base de données Beaumont-sur-Loire, maintenue par la police judiciaire et accessible aux agences de maintien de l'ordre mondial, contenait des informations détaillées sur les réseaux de trafic et aidait les enquêteurs à identifier des modèles et connexions qui pourraient autrement passer inaperçus. Ces solutions technologiques, nées de la tragédie, avaient prévenu d'innombrables enlèvements potentiels et aidé à sauver des enfants qui auraient autrement disparu sans laisser de traces. La recherche psychologique menée dans les suites de l'affaire de Beaumont-sur-Loire mena à des aperçus révolutionnaires sur la façon dont les communautés se remettent d'un traumatisme de masse
et d'une trahison de confiance. L'expérience du village devint un modèle pour d'autres communautés, faisant face à des défis similaires, avec les résidents de Beaumont-sur-Loire, servant de conseillers et d'adviseurs pour aider d'autres villages à naviguer le processus complexe de guérison tout en maintenant la vigilance. L'approche de la communauté pour équilibrer l'ouverture avec la sécurité, la confiance avec la prudence, devint le sujet d'études académiques et d'applications pratiques dans des communautés du monde entier qui luttaient avec des problèmes similaires. Les anciens camarades de classe des enfants, maintenant adultes avec leur propre famille, portaient en avant la mémoire de leurs amis perdus à travers leur propre engagement envers la sécurité des enfants et le service communautaire. Beaucoup avaient choisi des carrières dans le maintien de l'ordre, l'éducation, le travail social et la défense des enfants, directement inspirés par la tragédie qui avait façonné leur enfance. L'impact éducatif de l'affaire de Beaumont-sur-Loire s'étendit dans les universités et institutions de recherche du monde entier, où elle devint une étude de cas centrale dans les programmes de criminologie, psychologie et protection de l'enfance. L'Université d'Orléans établit l'Institut Beaumont-sur-Loire pour la recherche en sécurité des enfants, dédié à l'étude des modèles de trafic, au développement de stratégies de prévention et à la formation de la prochaine génération de professionnels qui travailleraient à protéger les enfants vulnérables. Les étudiants diplômés du monde entier vinrent étudier les dossiers de l'affaire, interviewer les membres de la communauté et contribuer à la recherche continue qui continuait de produire de nouveaux aperçus sur la façon dont les réseaux criminels opèrent et comment les communautés peuvent de mieux protéger leurs enfants. Le travail de l'Institut mena au développement d'algorithmes prédictifs qui pouvaient identifier des situations de trafic potentielles avant qu'elles n'escaladent, de systèmes d'alerte précoce qui alertaient les autorités de modèles suspects et de programmes d'intervention qui aidèrent les enfants à risque avant qu'ils ne deviennent victimes. Les familles des 8 enfants avaient trouvé différentes façons d'honorer la mémoire de leurs enfants et de canaliser leur douleur en actions positives. Certaines étaient devenues des défenseuses à temps plein, voyageant à travers le pays pour parler lors de conférences et former les officiers de maintien de l'ordre. D'autres avaient choisi des formes plus silencieuses de commémoration, établissant des fonds de bourse d'études, soutenant des programmes jeunesse locaux ou simplement vivant leur vie de manière qui reflétait les valeurs que leurs enfants avaient incarnées. Malgré leurs approches différentes, elles restaient unies par leur expérience partagée et leur engagement à s'assurer qu'aucune autre famille n'aurait à endurer ce qu'elles avaient souffert. Leur rassemblement annuel au Bosquet Mémorial était devenu de puissantes démonstrations de résilience, d'espoir et des liens durables que la tragédie peut créer entre des personnes qui ne se seraient autrement jamais rencontrées. La communauté internationale du maintien de l'ordre continuait de s'appuyer sur les techniques d'enquête développées pendant l'affaire de Beaumont-sur-Loire, avec de nouvelles technologies et méthodologies étant constamment raffinées et améliorées. L'affaire avait démontré l'importance de penser au-delà des frontières juridictionnelles traditionnelles lors de l'enquête sur des crimes contre les enfants, menant à l'établissement de forces d'intervention internationales permanentes qui pouvaient répondre rapidement aux situations de trafic n'importe où dans le monde. Ces unités avaient réussi à sauver des milliers d'enfants et démanteler des centaines d'organisations criminelles, chaque succès servant de témoignage à l'impact durable des 8 enfants dont les morts avaient déclenché ce mouvement mondial pour la protection de l'enfance. L'histoire de Beaumont-sur-Loire avait également inspiré une nouvelle génération de journalistes et documentaristes qui étaient engagés à exposer les réseaux de trafic et sensibiliser sur l'exploitation des enfants. Aujourd'hui, près de 3 décennies après que 8 enfants brillants et leur institutrice bien-aimée montèrent dans un car scolaire pour ce qui aurait dû être une aventure éducative, leur héritage continue de protéger d'innombrables enfants à travers le monde. Le Bosquet Mémorial dans le Loiret est devenu plus qu'un simple lieu de recueillement. Il est devenu un symbole d'espoir, de résilience et du pouvoir des communautés à transformer la tragédie en changement significatif. Chaque automne, quand les chênes plantés en mémoire des enfants se parent de leur couleur dorée, les visiteurs sont rappelés que même dans les moments les plus sombres, la vie trouve un moyen de continuer, grandir et s'épanouir. Les noms des enfants, Pierre et Marie Leclerc,
Sophie Moreau, Antoine Rousseau et leurs 4 camarades de classe sont maintenant prononcés non seulement dans la tristesse, mais dans la gratitude pour les innombrables vies que leurs morts ont aidé à sauver à travers les mesures de sécurité, lois et campagnes de sensibilisation qui émergèrent de leur tragédie. La Fondation Mémorial Beaumont-sur-Loire, maintenant opérant dans plus de 30 pays, continue d'étendre sa mission de protection de l'enfance et de soutien familial. Le travail de la Fondation a évolué pour aborder de nouvelles formes d'exploitation qui ont émergé avec les technologies avancées, incluant le trafic en ligne et la prédation numérique, s'assurant que les mesures protectrices inspirées par l'affaire de Beaumont-sur-Loire restent pertinentes et efficaces dans un monde en constante évolution. Le programme annuel de bourse d'études a permis à des centaines de jeunes gens de poursuivre des carrières dans la protection de l'enfance, le maintien de l'ordre et le travail social, créant un réseau grandissant de professionnels dont le dévouement à la sécurité des enfants peut être retracé directement à l'inspiration fournie par 8 enfants qui n'ont jamais eu la chance de grandir. L'engagement de Madame Françoise Dubois envers l'éducation perdure à travers les méthodes d'enseignement et protocoles de sécurité qui portent son nom, implémentés dans des écoles à travers le globe. Ces plans de cours, trouvés préservés dans le quart enterré, devinrent la fondation pour des programmes éducatifs qui enseignent aux enfants la sécurité personnelle tout en maintenant le sens d'émerveillement et de curiosité qu'elle avait travaillé si dur à favoriser chez ses élèves. La méthode Dubois, de combiner l'éducation à la sécurité avec l'apprentissage académique, a été adoptée par des milliers d'enseignants qui comprennent que protéger les enfants et nourrir leurs esprits ne sont pas des objectifs séparés, mais des aspects complémentaires de la même responsabilité sacrée. Alors que le soleil se couche chaque jour sur le paisible bosquet mémorial, projetant de longues ombres à travers les arbres qui honorent la mémoire des victimes de Beaumont-sur-Loire, il y a un sentiment que leur histoire est devenue quelque chose de plus grand que la tragédie. Elle est devenue un témoignage du pouvoir durable de l'amour, de la communauté et de la détermination humaine à protéger les innocents.